Quand Ryan rentre chez lui le soir, il ne surfe pas sur Internet. Depuis son canapé, en tenue décontractée, il ouvre un compte en banque. Si c'est possible, c'est parce qu'il est client d'une banque en ligne. Si on a envie d'ouvrir un compte, une assurance vie, un livret d'épargne, un compte titre ou un PEA, on peut le faire directement de l'interface qui est ici. Pas de rendez-vous à planifier, il suffit de se connecter sur le site à n'importe quel moment. Avant, la banque c'était ça, une agence, un conseiller attitré, des horaires fixes et des frais importants. Mais les années 2000 ont vu éclore en France des banques d'un nouveau genre complètement virtuel, avec des conseillers en ligne de 8h à 21h. Elles nous promettent des frais bancaires beaucoup moins élevés. Grâce à tous ces arguments, elles ont conquis 3 millions de Français. Cependant, gérer ces problèmes bancaires sur la toile peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors ces banques 2.0 sont-elles aussi idylliques que les publicités nous l'annoncent? Enquête. Si Ryan a décidé de tourner le dos à sa banque traditionnelle au profit d'une banque en ligne, c'est parce qu'elle lui coûtait trop cher. La carte Visa Premier à 132 €, donc à comparer aux 18 € que je paye dans ma banque. 18 €, Ryan paye sa carte bleue 7 fois moins cher que dans son ancienne banque. Et des économies, il en fait sur bien d'autres services. Car dans une banque classique, la plupart des démarches simples coûtent très cher. Un virement unitaire avec RIB coûte 3,50 €, ce qui est gratuit dans ma banque. Et l'envoi de chéquier à domicile coûte 3,10 €. À comparer aux 0 € que je paye dans ma banque. Ces services sont ici complètement gratuits. Chaque année, il fait entre 150 et 180 € d'économie. Là, je paye environ en un an ce que je payais en un mois dans une banque classique. Les frais bancaires représentent près de 40% des revenus des banques. Alors comment ces banques virtuelles qui prônent la gratuité de leurs frais peuvent-elles proposer un service de qualité ? Nous sommes allés dans l'une des 3 banques leaders du marché qui gèrent 250 000 clients. Pas de guichet, ni de conseiller, mais un open space avec une vingtaine de téléopérateurs. Pascal Donnet, directeur général, nous révèle ses secrets. L'intérêt d'avoir un centre de relations à distance, c'est que vous le voyez bien, il n'y a pas d'agence physique, donc il n'y a pas de frais de structure. Les banques comptent en moyenne entre 2000 et 3000 agences physiques. Et une agence, ça coûte cher. C'est 60% de leur budget dépenses. Ici, avec un siège à Paris et un autre en Bretagne, ils réduisent sérieusement la note. Mais il n'est pas toujours simple de gérer la clientèle à distance. Allô, vous m'entendez? Oui, je l'entends aussi. Je ne vous entends pas du tout, monsieur. Essayez peut-être de rapprocher un petit peu le téléphone. Qui sont les conseillers des banques en ligne et comment sont-ils recrutés? Nous avons posé la question à l'une des DRH de ces banques et voici la réponse que nous avons obtenue. Nos conseillers ont en général un bac +3 ou +4 dans des filières liées à la finance. Même réponse du côté de Pascal Donnet. Ce sont des conseillers bancaires comme d'autres conseillers bancaires, on va dire, de banques traditionnelles. Ils ont tous eu en général un cursus universitaire qui leur permet de maîtriser les produits et services bancaires. Ils sont formés à nos méthodes. Dans la réalité, les candidats sélectionnés sont surtout des bac +2 ou bac +3 motivés par la relation client. Une fois embauchés, ils suivent une formation en interne. Et pour ce qui est du choix de leur clientèle, ces banques en ligne suivent des critères bien précis. Il faut avoir un minimum de ressources. C'est très simple. C'est que le banquier est à la fois un distributeur de services, mais c'est aussi la personne qui assume les risques. Donc quand même, il doit un peu filtrer la clientèle qui l'accueille. Pour avoir une carte bancaire, si je prends un compte bancaire, il faut un minimum de revenus de 1 500 € mensuels ou 5 000 € d'épargne. En clair, pour être client, mieux vaut avoir un compte bien garni plutôt qu'être à découvert tous les mois. Cependant, selon un récent sondage de 2013, 73% des utilisateurs étaient satisfaits de leur banque. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lynn lutte depuis 1 an et demi contre sa banque en ligne. Sa carte bleue a été piratée et elle n'a toujours pas réussi à se faire rembourser. On a eu au début un seul conseiller. Au vu des problèmes, on a eu un autre conseiller, puis un autre conseiller, puisqu'à chaque fois qu'on appelait, on tombait sur une espèce de plateforme où on regardait un petit peu comment était le dossier et on essayait plus ou moins de nous répondre. Le problème, c'est que le plus ou moins, c'est très fatigant. Quand vous avez 15 fois à réexpliquer votre situation. Dans les banques classiques, un piratage se résout plutôt rapidement.
le remboursement est généralement effectué dans le mois. La facture de Lynn s'élève à 240 € en frais de découvert et envoi de courrier. Pour le remboursement, elle attend toujours. Ça, c'est 1 an et demi de dysfonctionnement avec cette banque en ligne. Et elle compte bien se faire dédommager. Pour cela, elle a décidé de se tourner vers l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Serge Maître, secrétaire général, connaît bien ses problèmes. Il propose à Lynn un plan d'attaque en 2 phases. D'abord, il y a la lettre recommandée, la sacro-sainte lettre recommandée à la direction générale. Vous n'avez pas une suite, il ne faut pas hésiter. Il y a la phase 2, et c'est quoi? C'est le juge de proximité. Grâce à ces méthodes, le problème de Lynn pourrait trouver une issue avant 2 mois. Un dernier conseil, si vous êtes tenté par la banque en ligne, préférez-la plutôt pour épargner en banque secondaire.